Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies et nous avons une mise à jour ainsi que de nouvelles déclarations de Donald Trump concernant la guerre en Ukraine. Et je pense qu'il est important d'en parler. Apparemment, hier à New York, Donald Trump a rencontré Volodymyr Zelensky et a eu plusieurs discussions avec les Ukrainiens. Ensuite, il a publié un message sur Truth Social. Il y a également eu son discours à l'Assemblée générale des Nations unies. Ces deux interventions laissent entrevoir une nouvelle manière dont Donald Trump semble aborder la guerre par procuration menée par les États-Unis contre la Russie. Comme pour la plupart de ses annonces, celle-ci a également été faite sur Truth Social, qui a désormais pratiquement remplacé toutes les autres formes de communication des politiques présidentielles et la page d'accueil de la Maison-Blanche, qui, il faut bien le dire, n'est reporting. Mais ici, sur Truth Social, qui est ensuite relayé sur Twitter, nous continuons d'obtenir la direction générale que souhaite prendre le président des États-Unis. Maintenant, cette déclaration est assez remarquable, donc je vais vous la lire dans son intégralité d'abord. Elle commence ainsi. Après avoir appris à connaître et à bien comprendre la situation militaire et économique de l'Ukraine et de la Russie, et après avoir constaté les difficultés économiques que cela cause à la Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de reconquérir l'ensemble de l'Ukraine dans sa forme originelle. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, et en particulier de l'OTAN, les frontières d'origine d'où cette guerre a commencé sont tout à fait envisageables. Pourquoi pas? La Russie se bat sans but depuis 3 ans et demi. Une guerre qu'une véritable puissance militaire aurait dû gagner en moins d'une semaine. Cela ne met pas la Russie en valeur. En réalité, cela la fait plutôt passer pour un tigre de papier. Lorsque les habitants de Moscou et de toutes les grandes villes, des bourgs et des districts à travers la Russie découvriront ce qui se passe réellement avec cette guerre, le fait qu'il leur est presque impossible d'obtenir de l'essence à cause des longues files d'attente qui se forment, et tous les autres aspects de l'économie de guerre, où la majeure partie de l'argent est dépensée pour combattre l'Ukraine, qui fait preuve d'un grand esprit et ne cesse de s'améliorer, l'Ukraine pourrait alors reprendre son pays dans sa forme originelle. Et qui sait, peut-être même aller encore plus loin. Poutine et la Russie traversent de grandes difficultés économiques et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Quoi qu'il en soit, je souhaite bonne chance aux deux pays. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Bonne chance à tous. Donald J. Trump, président des États-Unis d'Amérique. Cette déclaration est erronée à tellement de niveaux et elle est tellement étrange à tellement d'égards qu'il faut vraiment la décortiquer. Tout d'abord, l'affirmation selon laquelle l'Ukraine peut gagner cette guerre et reconquérir tout son territoire, voire même plus, c'est un revirement complet par rapport au discours précédent de Donald Trump, qui essayait de convaincre l'Ukraine que des concessions territoriales devraient faire partie de toute négociation de paix. Donc, bien sûr, cela contredit ses déclarations précédentes et son approche depuis la rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. Maintenant, certaines personnes sur Twitter interprètent cela comme le dernier revirement de M. Trump après avoir entendu ce que les Ukrainiens avaient à dire et avoir cru à trop de ces mensonges de guerre qui nous sont également servis depuis 3 ans et demi. Par exemple, l'affirmation selon laquelle la Russie manquerait d'essence. Toute l'idée de longues files d'attente devant les stations-service circule aussi beaucoup sur Twitter, avec des photos de voitures simplement alignées. Apparemment, c'est l'un des récits qui, à ma connaissance, n'a rien à voir avec la réalité. Dans quel univers la Russie exporterait-elle encore une grande partie de son gaz et de son pétrole, alors que sa propre population aurait du mal à faire le plein?
Mais s'il te plaît, fais-moi savoir si tu en sais plus à ce sujet. Cependant, je rejette cela comme l'un de ces mensonges flagrants sur la guerre qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels. Mais apparemment, à ce stade, Donald Trump a décidé, qu'il y croit ou non, de s'en servir comme justification pour expliquer pourquoi, au final, nous revenons au point de départ de cette guerre à grande échelle. Nous revenons à 2022, lorsque le récit occidental était que l'Ukraine pouvait gagner cette guerre, que l'Ukraine pouvait même récupérer la Crimée dans sa forme d'origine, avec les frontières de 1991. Tout cela était réalisable. L'armée russe est en très mauvais état. L'économie russe est dans un état catastrophique. L'économie russe va s'effondrer et le peuple russe se révoltera contre Vladimir Poutine. Ils vont se révolter contre les gens du Kremlin. Nous en sommes revenus là. Donald Trump nous a ramenés 3 ans et demi en arrière, à la situation dans laquelle nous étions au début, sous Joe Biden. Maintenant, la différence, c'est que Trump dit ici la seule chose qui n'a pas changé. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'il affirme que les Européens doivent soutenir Trump. Vous vous souvenez qu'il a insisté sur ce point au cours des 10 derniers jours. Si les Européens veulent vraiment l'aide des États-Unis, une aide militaire sérieuse, alors ils doivent d'abord imposer des sanctions à 100% à l'Inde et à la Chine, car ces deux pays continuent d'importer du pétrole russe. Et tant qu'ils ne l'auront pas fait, il n'y aura pas d'engagement supplémentaire des États-Unis. Les États-Unis continueront de fournir des armes, mais ils ne s'engageront pas pleinement dans l'escalade, comme le souhaiteraient les Européens. Et cela, bien sûr, est quelque chose que les Européens ne peuvent pas faire. Et Donald Trump sait apparemment qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi il leur a dit « Écoutez, c'est à vous de décider ». Il a essayé très activement de faire porter cette guerre aux Européens. Ce qu'il souligne à nouveau dans ce message, c'est que les États-Unis sont plus qu'heureux de vendre des armes aux Européens. Et tout ce que les États-Unis peuvent épargner. Tout ce dont Israël n'a pas besoin peut aller aux Européens, qui, via l'OTAN, peuvent ensuite l'acheminer vers l'Ukraine. Mais ce sont les Européens qui doivent payer, et ils doivent assumer la responsabilité de tout ce qui découle de l'utilisation de ces armes. Il est donc extrêmement malhonnête de la part de Donald Trump de prétendre que l'OTAN n'inclut pas les États-Unis, n'est-ce pas? Dire que, d'accord, les États-Unis vont simplement fournir les armes et que l'OTAN va les utiliser. L'OTAN est dirigée par les États-Unis. Politiquement, c'est censé être un club d'égal à égal. Théoriquement, c'est un club d'égal à égal. En pratique, c'est la volonté des États-Unis qui l'emporte. Et pas seulement cela, militairement aussi, les plus hauts commandants en chef de l'OTAN sont toujours des généraux américains. Et nous savons à quel point l'intégration entre les États-Unis et l'OTAN va loin sur le plan militaire. Nous savons que la parole du président américain fait plus ou moins office de loi. The word of the US president is more or less the law of the land. Just remember that it was Donald Trump who pushed for a 5%. N'oubliez pas que c'est Donald Trump qui a poussé pour un objectif de dépenses de 5% pour l'OTAN. Et bien sûr, il a obtenu cet objectif. Concernant ces 5%, il faut également préciser qu'il s'agit des dépenses totales de ces pays, et que les 5% de dépenses pour la défense nationale des États-Unis incluent, bien entendu, toutes leurs dépenses pour maintenir leur flotte du Pacifique, leurs ambitions dans le Pacifique, ainsi que toutes leurs bases militaires au Japon. Tout cela est inclus dans ces 5% pour les États-Unis, alors que pour les Européens, les 5% signifient désormais qu'ils doivent augmenter massivement leurs dépenses dans leurs industries de défense. Et les États-Unis sont désormais plus qu'heureux de presser les Européens et de les dépouiller de leur argent en leur fournissant des armes américaines, tout ce qu'ils peuvent encore produire.
Bien que des personnes sur Twitter aient rapidement fait remarquer que le principal problème de la guerre est que l'ensemble de l'OTAN, y compris les États-Unis, est en réalité à court d'armes. L'OTAN manque d'armement. L'OTAN manque d'obus. L'OTAN manque de systèmes de défense aérienne, ce qui constitue l'un des principaux problèmes empêchant l'escalade du conflit, comme le souhaiteraient les va-t-en-guerre européens. European warmongers would like to have it. Now, in this post here, Donald Trump again, basically. Dans ce message, Donald Trump indique à nouveau clairement que les Européens doivent désormais mener cette guerre et l'exécuter de la manière que les États-Unis jugent acceptable. Pour moi, ce message ressemble essentiellement à une crise de colère. Même après 9 mois au pouvoir, Donald Trump n'a toujours pas réussi à obtenir ce grandiose accord de paix qu'il souhaitait. Et il est frustré par toutes les parties. Il jette tout par terre et dit « Très bien, l'Ukraine, tu veux récupérer tous tes territoires comme en 1991. Tu veux tout reprendre, y compris la Crimée, peut-être même par la guerre. Très bien, vas-y. Et vous aussi, les Européens, allez-y, faites-le. Et vous pouvez avoir des armes américaines. » Go and do it, and you can have European, US weapons. We will supply you with weapons. Go for it, and we will funnel them. Nous allons vous fournir des armes. Allez-y, et nous les ferons transiter par l'OTAN. Donnez-nous simplement votre foutu argent, et ensuite vous pourrez avoir nos armes. Nous, les États-Unis, ne voulons pas nous impliquer davantage que cela. Mais en même temps, nous, les États-Unis, ne sommes pas prêts à faire ce que nous pourrions faire pour mettre fin à cette guerre, c'est-à-dire exercer notre pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte, et sur les Européens pour qu'ils négocient réellement avec les Russes, comme cela devrait être fait. Donc je pense qu'au final, cela reste cohérent si l'on regarde la trajectoire de ce que l'administration Trump a dit au fil du temps, ce qu'elle veut faire. Et cela a du sens dans la mesure où les États-Unis veulent désormais se concentrer sur d'autres théâtres. Il veut peut-être avoir le temps de s'occuper du Venezuela, des Caraïbes, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud. Peut-être veut-il du temps pour une guerre avec l'Iran. Car tous les analystes à qui j'ai parlé récemment disent que la guerre de 12 jours n'était en réalité que la première salve d'un conflit qui sera long et prolongé. Et c'est peut-être ça. Peut-être que les États-Unis ont maintenant décidé que s'ils ne peuvent pas mettre fin à la guerre, alors ils vont en tirer le maximum de bénéfices. La façon dont il a formulé la dernière phrase en est également révélatrice. Bonne chance à tous. Comme pour dire, vous savez, la Russie, si vous pouvez gagner la guerre, allez-y, gagnez-la. L'Ukraine, si vous pouvez tout récupérer, allez-y, récupérez tout. Ukraine, if you can get everything back, go get it back. You can have our weapons. Vous pouvez avoir nos armes. Je veux dire, si vous les voulez vraiment, nous vous les donnerons, tout ce que nous pouvons épargner. Et ensuite vous partez, vous vous battez, et vous vous saignez à mort. Et comme moyen de pression, les États-Unis ne retireront pas leur soutien à l'Ukraine, car cela constitue un levier contre les Russes. C'est donc un jeu très duplice, et c'est un jeu très néfaste. Mais en termes de stratégie et de négociation, cela a du sens pour les États-Unis. Pourquoi les États-Unis retireraient-ils le soutien qu'ils ont accordé à l'Ukraine si, à l'avenir, cela pouvait s'avérer utile lors de négociations avec la Russie? Je veux dire, une chose que les États-Unis ont désormais accomplie, c'est d'avoir ravivé la relation avec la Russie et d'avoir ouvert des canaux de négociation avec elle. Ils disposent de canaux de négociation bilatéraux. Et ce que la réunion en Alaska a également clairement montré, c'est qu'il existe une possibilité pour les plus hauts niveaux de Washington et de Moscou de négocier et peut-être même de travailler sur des projets de coopération alors que la guerre se poursuit. Il me semble donc que Donald Trump, au lieu d'essayer de faire davantage pression sur les différentes parties pour mettre fin à la guerre, a maintenant décidé, d'accord, laissons la guerre continuer. Et nous n'abandonnerons aucun de nos atouts. Les Russes n'abandonneront pas les leurs. Alors pourquoi le ferions-nous de notre côté?
Si l'on replace cela dans le contexte de ce qu'a également annoncé Donald Trump, et je n'ai pas encore vu de rétractation, à savoir que la coopération sécuritaire avec les États baltes, les voisins directs, sera quelque peu réduite, et que les bases militaires en Finlande, qui ont été négociées et approuvées entre la Finlande et les États-Unis, ne seront pas occupées par des Américains. Je veux dire, les États-Unis ont désormais le droit d'utiliser 15 bases militaires en Finlande, mais à l'exception d'une seule, ils n'ont pas encore donné suite. Ils n'ont pas commencé à envoyer du personnel pour réellement prendre le contrôle et acheminer du matériel militaire américain, et peut-être même, qui sait, des systèmes de missiles, etc. Who knows what, missile systems and so on. So the US, in my view, has so far... À mon avis, les États-Unis se sont jusqu'à présent arrêtés à l'escalade de cette guerre et à la dynamique de guerre par procuration. On a parlé du fait que Trump essayait de réduire ou de maîtriser la guerre, voire même d'y mettre fin. Mais il semble maintenant que toutes les parties soient dans une impasse de négociation, car les Européens ne sont pas disposés à accepter la proposition américaine sur la manière de négocier avec les Russes. Les Russes ne sont pas prêts à accorder un cessez-le-feu pendant les négociations, et les Ukrainiens ne sont même pas disposés à envisager des négociations concernant des concessions territoriales. Negotiations about territorial concessions, it seems to me that Il me semble que ce message, ainsi que l'autre élément que je vais vous montrer dans un instant, indique que les États-Unis vont désormais se satisfaire du statu quo d'un conflit confiné à l'intérieur de l'Ukraine et le confier aux Européens, afin qu'ils continuent à exercer la pression qu'ils souhaitent de toute façon, avec les armes américaines que les États-Unis peuvent se permettre de fournir, et laisse l'effusion de sang se poursuivre, pendant que les États-Unis pourront alors recentrer leur puissance militaire et leur attention ailleurs. Désormais, il semble que Trump n'ait aucune intention de revenir sur certaines des déclarations qu'il a déjà faites. Le deuxième indice que nous avons est ce discours qu'il a prononcé aux Nations Unies, où il a de nouveau affirmé que les principaux bailleurs de fonds de la guerre devaient être sanctionnés, à savoir Pékin et New Delhi, la Chine et l'Inde. Beijing and New Delhi, India and China. Of course, it is highly disingenuous to... Bien sûr, il est extrêmement malhonnête de reprocher à la Chine et à l'Inde d'alimenter la guerre, alors que quelques minutes plus tôt, on publie sur Truth Social que l'on va continuer à vendre des armes à l'OTAN, qui les transmet ensuite à l'Ukraine pour poursuivre le conflit. Je veux dire, l'hypocrisie est encore une fois incroyable, mais c'est comme ça. C'est tout simplement la réalité. Je pense que Donald Trump ne cherche même pas à cacher cette hypocrisie. Pour lui, c'est plutôt « voilà ce que je peux faire. Essayez de m'arrêter si vous le pouvez. Et sinon, ne venez même pas me voir, n'est-ce pas ?» Donc la pression diplomatique sur l'Inde et la Chine va aussi se poursuivre pour qu'elles cessent d'acheter du pétrole russe. Trump a littéralement déclaré que la Chine et l'Inde sont les principaux financeurs de la guerre en cours en continuant d'acheter du pétrole russe et qu'ils financent la guerre contre eux-mêmes en achetant de l'énergie à la Russie tout en combattant la Russie en même temps. Il a dit cela à propos des Européens, que les Européens doivent commencer dès que possible à cesser d'acheter tout pétrole provenant, sous quelque forme que ce soit, de Russie. Ce qui inclut bien sûr les importations européennes via l'Inde de pétrole raffiné en provenance de Russie. Et oui, il s'attend toujours à ce que les alliés des États-Unis imposent ensuite des sanctions à l'Inde et à la Chine également. Donc la rhétorique de l'escalade, enfin, pas la rhétorique de l'escalade, mais la rhétorique de la pression maximale ou la paix par la force, peu importe comment on l'appelle, de cette nature duplicite et hypocrite, continue, n'est-ce pas? Les États-Unis, Donald Trump, encore une fois, réfléchissent uniquement en termes de stratégie de négociation et de jetons de marchandage, et à quel point il peut pousser, comme un tyran, tous les autres, jusqu'à ce que quelqu'un cède.
Et il fait cela en continu, tout en nous disant en même temps dans ce message qu'idéologiquement, peu importe ce qu'ils veulent. Donc il est maintenant content de refiler complètement la guerre aux Européens, tant qu'ils continuent à la financer, et qu'ils ne sabotent pas ses tactiques de négociation et ses jetons de marchandage. Et très bien, si les Ukrainiens veulent entendre quelques contes de fées sur la reconquête de la Crimée, et peut-être même à l'avenir l'invasion de la Russie, très bien, d'accord, si c'est ce qui vous motive à continuer le combat, et que c'est ce que vous voulez, alors faisons comme ça. C'est donc, bien sûr, un développement triste. Nous espérions tous que Donald Trump travaillerait réellement avec les Russes, et peut-être les Indiens, peut-être les Chinois, afin de mettre fin à cette effusion de sang. Que cela indique ou non qu'il abandonne, ou s'il s'agit simplement de sa dernière stratégie pour faire pression, peut-être encore sur la Russie, afin qu'elle cède sur quelque chose, nous ne le verrons et ne le saurons que dans l'avenir. Mais cela m'indique, encore une fois, avec le fait que nous avons des rapports sur les États-Unis essayant de retenir certaines aides militaires aux États frontaliers de la Russie, que Trump joue désormais la carte d'un conflit contrôlé, une guerre larvée à l'intérieur de l'Ukraine, car cela semble être la meilleure issue possible pour lui, afin de préserver ses intérêts à l'avenir et de ne pas abandonner ses atouts de négociation, n'est-ce pas? Donc, au lieu de mettre fin à la guerre, vous n'allez pas la geler, car la guerre continuera. Et je suis assez certain qu'après les discussions en Alaska, Trump a aussi une idée des capacités de la Russie. Mais en même temps, d'accord, très bien, on va dénigrer les Russes. Et ensuite, ils devront agir sur le champ de bataille. Donc, aussi triste que cela puisse être, cela semble être la façon de Trump de dire aux Russes « Vous voulez l'Ukraine, et vous m'avez dit que vous aviez des moyens diplomatiques et militaires pour y parvenir. Très bien. La diplomatie ne vous apportera pas ce que vous voulez. Alors allez-y et prenez-la militairement, si vous le pouvez. Mais ce ne sera pas un repas gratuit. C'est bien sûr tout le contraire d'une politique de paix, d'une diplomatie de paix. C'est une manière très brutale et horrifique de dire à l'autre camp que la guerre par procuration qu'ils ont eux-mêmes commencée doit être terminée par eux sur le champ de bataille. Mais en réalité, cela s'inscrit dans la lignée des précédentes guerres par procuration des États-Unis. C'est conforme à la façon dont la guerre du Vietnam s'est terminée, n'est-ce pas? C'est le Nord-Vietnam qui, au final, a dû envahir militairement le Sud-Vietnam. En Afghanistan, ce sont les talibans qui ont dû chasser les Américains simplement en résistant pendant 20 ans et en ripostant. Je veux dire, les États-Unis n'admettent généralement aucun échec avant des décennies. Et même alors, seulement grâce à des historiens très brillants et parfois à des partis d'opposition qui cherchent simplement à marquer des points faciles auprès de leur électorat. Voilà où nous en sommes. J'espérais que Trump continuerait au moins, sur le plan rhétorique, à essayer de mettre fin à la guerre. Mais il semble qu'au fil du temps, l'analyse de Brian Berletic, qu'il a publiée il y a plus de 6 mois, s'avère de plus en plus juste. Il s'agit simplement de la dernière version d'une continuité d'agenda, et les États-Unis sont simplement en train de se réarmer et de se recentrer, tout en mettant en œuvre le partage du fardeau, la division du travail, comme Brian Berletic l'appelle à juste titre, un terme également utilisé dans les rapports de la Rand Corporation. Division du travail, refiler la guerre en Ukraine, mais la poursuivre. La refiler aux Européens, mais la poursuivre. Tandis que les États-Unis se concentrent alors sur leurs stratégies impériales dans d'autres théâtres, très probablement à nouveau en Asie occidentale avec l'Iran, ou peut-être même au Venezuela. Dieu nous en préserve, le Pacifique, ou quelque chose avec Taïwan. Mais nous sommes probablement maintenant dans une phase de transition où les États-Unis passent à leur prochaine entreprise guerrière. Nous verrons ce qui va suivre. Merci beaucoup de votre attention.
we'll see what comes next. Thank you very much for your attention.